Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à La route de Manu Larsenet, d'après l'avant de Cormac McCarthy, bien évidemment. Donc c'est un assez grand format, donc ça c'est une réédition, enfin c'est une réédition, c'est la énième édition, on va dire, de cette BD. Comme vous pouvez voir là, c'est quand même un format qui est assez grand, hein, là vous le voyez par rapport au Wolverine dont j'ai fait la vidéo il y a logiquement un ou deux jours. Et donc il y a eu la version classique évidemment de La route, il y a eu aussi une édition en noir et blanc qui malheureusement on ne la retrouve plus, hein, je crois qu'elle est épuisée, qui avait aussi, je crois, il me semble, qui était limitée à 4000 exemplaires. Celle-ci, en revanche, est limitée à 6, 8000, je ne sais plus. Celle-là est limitée à 6000 exemplaires. L'édition en noir et blanc, ça vous voyez, ce n'est pas une édition en noir et blanc, c'est une édition en couleur. Alors couleur entre guillemets évidemment, c'est souvent des petites variations de couleurs essentiellement, hein. Toujours dans les tonalités, enfin non pas toujours, mais souvent dans les tonalités extrêmement grises, sauf évidemment lorsqu'on va croiser les affreux plus ou moins cannibales, etc. Enfin, même plus que moins, a priori. Effectivement, vous voyez, on va dans ces moments-là passer dans des tonalités un peu plus orangées, etc. Mais bon, ça c'est la version couleur, la version noir et blanc, oui, ce que je disais, on la trouve plus a priori, hein, sur les sites marchands. Donc si ce n'est maintenant à 150, 200 euros. La version de base est à 30 euros, mais je ne l'ai pas dit. La version noir et blanc, je crois, si je dis pas de bêtises, elle était à 40. Enfin 39, mais bon, 40. Mais malheureusement maintenant on la trouve qu'à des prix prohibitifs. Celle-ci est affichée à un prix de 50 euros. Donc est-ce que ça les vaut? Pour moi, sans aucun problème. Sans aucun problème. L'édition est très agréable, c'est assez quali. Déjà, c'est quand même assez grand, hein, comme vous le voyez. Donc la maquette, là, est refaite. Évidemment, vous avez un dos toilé. Oui, je ne l'ai pas signalé, mais il y a aussi un ex-libris dans cette édition que voici. Vous avez évidemment aussi un cahier graphique à la fin, une quinzaine de pages, je crois, 16 pages, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous montrer ça vite fait. Ah, c'est évidemment très sympa, hein. Là, on a quand même des croquis qui font plaisir. Je vous dis, il y a une petite quinzaine de pages. Donc ça, qu'on ne retrouve pas logiquement. Oui, c'est quand même magnifique, hein. Bon, moi, jusque-là, ça, j'arrive à le faire. Ah, ça, un peu moins. Mais, mais bon, voilà, donc ça, c'est le cahier graphique que je vous montre. Oui, donc l'édition, elle est sympa. Comme vous voyez, c'est un dos toilé. Mais c'est plus que le dos, en fait. Moi, c'est surtout les plats que je trouve très agréables. Déjà, super classe. Je préfère même ce dessin à celui de l'édition régulière. L'édition régulière, il y a un côté presque en BD, c'est une BD comme une autre. Là, il y a vraiment un côté quand même assez luxueux, même au niveau des textures. Je les trouve très agréables, ces plats, ils ont un côté un peu chaud, ce qui peut être un peu paradoxal, puisque les protagonistes de cette histoire vont se les cailler sévères dans le bouquin et donc dans la BD. Donc c'est une adaptation du roman, hein, évidemment, que j'espère vous avez lu. Si c'est pas le cas, faites-le parce que ça se lit très facilement. C'est d'un style extrêmement simple, c'est très court, etc. C'est édité par Dargo, je ne l'ai pas dit. Je vous parlerai un peu des petites différences qu'il peut y avoir aussi avec le bouquin. Minime les différences, franchement, à 95% ou plus, c'est extrêmement fidèle. Bon, en même temps, vous allez me dire, il se passe pas grand-chose dans le bouquin. Mais donc, oui, donc c'est l'adaptation du bouquin. Vous savez, effectivement, il y avait eu un film. Moi, j'avais beaucoup aimé le film, le livre aussi, évidemment. Et la BD, pour moi, elle est absolument excellente. C'est vraiment du très bon. Bon, graphiquement, tout le monde s'est fait une idée, je pense, en le feuilletant. Évidemment que c'est excellent. Bon, c'est très travaillé, hein. Je crois qu'une fois, une interview, je l'avais entendu dire que c'était même à la limite du sur-travail, sur certaines cases. Mais franchement, ça pète la classe, vraiment. Je vous montrerai ça un petit peu vite fait. Donc l'histoire, si vous voulez, on est dans un monde post-apocalyptique, évidemment, plus ou moins couvert de cendres, mais il n'y a quasiment plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui pousse, etc. Enfin, dans le bouquin, à un moment, il tombe quand même sur des champignons, des morels, mais sinon, il n'y a plus d'animaux, plus de culture, etc. La civilisation, évidemment, ça fait partie du passé. Et on va suivre le chemin, si vous voulez, d'un père et d'un fils, dont on ne sait rien. D'ailleurs, on ne sait même pas comment... c'est ça aussi qui fait l'intérêt du bouquin et donc de fait de la BD, c'est qu'on ne sait quasiment rien sur cet univers, sur le comment on en est arrivé là, etc. On ne connaît même pas le nom des protagonistes, le père et le fils, là. Dans le bouquin, ils sont en permanence appelés The Man and the Boy, etc. Donc on ne connaît pas leurs prénoms, tout est fait vraiment pour quelque part, les déshumaniser un peu. Et on va suivre, donc ils essayent de survivre, évidemment, comme ils peuvent, en essayant d'aller vers le sud, de suivre une route pour aller vers le sud, parce que apparemment il fait quand même très froid, et donc ils vont essayer forcément d'aller vers des températures un peu plus clémentes pour essayer de survivre. Donc parmi, je vous dis, c'est extrêmement conforme quand même au bouquin. Il y a parfois des toutes petites variations, comme par exemple, à un moment il y a une petite référence, un petit ajout par Manu Larsenet, mais qui est sous forme d'hommage, de clin d'œil, qui est plutôt sympa.
voyez, là, à un moment, il tombe sur une réserve un peu de bouffe, et donc là, on tombe sur un bouquin de Saint-Pé, etc. Donc ça, c'est évidemment un petit clin d'œil, un petit ajout, etc. Il y a parfois des choses qui sont légèrement... Enfin, pas des choses, en tout cas, une chose à laquelle je pense qui est légèrement modifiée, c'est la fameuse histoire de la canette de Coca-Cola. Je sais pas si vous vous en souvenez, je crois que ça avait fait un peu parler à l'époque du film. Et là, qui est remplacé par une canette, on va dire, lambda de marque genre Soda Cola ou un truc comme ça, oui, ouais, bah c'est là d'ailleurs. Alors que dans le bouquin, c'est clairement à un moment, il tombe sur une canne of Coca-Cola, donc clairement c'est une marque, et là, dans la BD, bon, bah ils ont transformé par du Soda Cola, etc. Donc ça, je vous cache pas que moi, ça m'a un petit peu gêné. Je sais pas vraiment quelle est l'explication, si c'est juste une forme de, voilà, de anticapitalisme plus ou moins primaire. Bon, ça me dérange un petit peu, parce que c'est vrai que ça me dérange toujours un peu quand on modifie délibérément une œuvre que l'on adapte pour des raisons idéologiques ou politiques, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Moi, ça me dérange toujours un peu. Même si on peut aussi trouver des explications. On peut aussi dire qu'ils ont retiré la marque parce que comme c'est un monde dans lequel il n'y a aucune référence, on ne connaît pas leur nom, leur prénom, etc. Il y a très peu de choses pour donner des repères au lecteur, donc du coup le fait de lever cette référence à une marque extrêmement connue, ça participe, si vous voulez, de ce sentiment de perte des repères et de monde en même temps très réel et en même temps un peu irréel, qui nous est décrit ici. Bon, moi personnellement ça m'a un peu fait tiquer, mais bon, c'est pas bien méchant évidemment. J'ai envie de dire que la plus grosse différence par rapport au bouquin, c'est surtout l'absence d'un élément. C'est-à-dire qu'il va y avoir souvent des discussions entre le père et le fils sur ce que sont les gentils, quelles sont les limites, etc. Et évidemment, si vous voulez, une des grandes aspects qui va revenir souvent, c'est eux, ce sont les gentils, parce que déjà, ils ne mangent pas les gens, et ne le faites pas chez vous, évidemment. Donc, ils ne mangent pas les gens, c'est un peu la ligne rouge. Et aussi, ils carry the fire, donc ils portent la flamme, le feu, tout ce que vous voulez, etc. C'est quelque chose qui est très important quand même dans le bouquin, qui revient de manière très appuyée au début, à la fin, il y a plusieurs reprises, si vous voulez. Dès que le fils est un peu en doute, en perte de repères, etc., qui s'interroge sur est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Un des arguments du père pour le remotiver en quelque sorte, c'est lui dire nous, on est les porteurs de donc the fire. Et ça, évidemment, le fire, c'est extrêmement important. Ça peut être plein de choses, c'est l'espoir, c'est la vie, ça peut même être interprété plus largement comme les derniers vestiges de la civilisation, puisque évidemment l'apparition du feu c'est un élément important dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, le fait qu'il n'y ait aucune référence, les dialogues sont... Oui, c'est quand même très graphique, parfois il y a des moments quand même assez durs, donc c'est une lecture pour un public avisé. Oui, donc la plupart des dialogues sont vraiment tirés tels quels du bouquin, mais celui-là c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'élément qui... pour moi, est le seul vraiment qui manque un peu à l'appel. Sinon, toutes les différentes péripéties, on va les retrouver, toutes les différentes rencontres, on va les retrouver évidemment dans cette BD. Je vous passe un peu les dessins pour que vous voyez. Mais il manque juste cette histoire de Carrying the Fire, qui est vraiment pour moi un élément quand même majeur du bouquin, et qui est aussi majeur parce qu'il il permet de faire une différence, notamment entre l'espoir, le désespoir, etc. Continuer à vivre, continuer à survivre. Vous voyez qu'il y a des choses très dures. Oups, je recadre. Évidemment, des choses très dures qui font référence au camp, etc. Et là, vous voyez, on va souvent voir des choses comme ça, graphiquement, quand même. Bon, c'est sublime, mais si vous avez vu des petites vidéos de lui, il explique souvent comment il est parti, effectivement, des dessins, finalement. Alors, il y a un contraste entre des dessins extrêmement travaillés, parfois, et des dessins relativement simples dans la structure, avec juste une ligne de sol, des lignes perpendiculaires, plus ou moins orientées, et juste les deux silhouettes au milieu. C'est quelque chose qui va revenir quand même assez souvent quand même j'allais dire dans le comics. Pauvre de moi, j'allais me faire incendier dans la BD, évidemment. Et oui, la mer, alors, je vais spoiler un peu vite fait juste la question de la mer, parce que c'est, j'ai envie de dire, le seul... Moi, je trouve que la BD est excellente, elle retranscrit très bien l'ambiance, les péripéties, etc. C'est vraiment sublime. Le seul élément qui m'a un peu réellement déçu, personnellement, au-delà de l'aspect Carrying the Fire, c'est la mer. Parce que pour moi, la mer, là je vais donc légèrement spoiler, elle est un peu reléguée, voilà, c'est là. Elle est un peu reléguée à un petit bout de papier sur lequel il tombe, comme ça, etc., dans une page, mais ça fait un peu presque exercice imposé, j'ai envie de dire, limite. Alors que dans le bouquin, il y a notamment une scène, c'est pour ça, lisez-le, quoi, il y a une scène incroyable, alors de dialogue entre justement le père et la mère, alors qu'elle est au bord du désespoir et tout, elle nous fait limite une limite Thanos, quoi. Et vraiment, elle veut justement se tuer elle-même, évidemment. Enfin, vous le savez, j'imagine, si vous avez lu le bouquin, ou si vous lisez la BD. C'est là où d'ailleurs elle le dit, mais elle voulait aussi prendre avec elle le gamin et lui. Et il y a des dialogues, mais d'une force et d'une froideur. C'est terrifiant, quoi. Parce que sincèrement, la mère... la rare scène avec la mère dans le bouquin, c'est une tuerie. Et vraiment, c'est limite presque le personnage le plus... intéressant, si j'osais, du bouquin, personnellement. En tout cas, il est extrêmement fascinant, ce personnage de la mère qui décide d'abandonner. Et donc, c'est elle, si vous voulez,
C'est pour ça la question de Carrying the Fire, c'est elle a abandonné, si vous voulez, le fait de porter la flamme, le porter le feu, alors que eux, ils résistent. Et ça s'explique notamment avec donc, cette différence entre la mère qui voulait abandonner et le père qui voulait continuer à survivre. Et c'était toute cette histoire, évidemment, de Carrying the Fire. Donc après, graphiquement, ben, je pense que vous avez vu un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous montrer quand même quelques pages, un petit flip through du début. Donc vous voyez là, on attaque avec quelques pages, juste avec des cendres, forcément oui, très très noir, il y a un côté effectivement gravure. La première image où on voit un personnage apparaître, c'est celle-ci qui est quand même vraiment sublime. On travaille sur les yeux aussi qui est quand même assez remarquable, je trouve. Vous voyez, souvent des cases un peu comme ça. Vous en avez plusieurs. Mais c'est ouais, c'est vraiment une BD qui vaut le coup. Est-ce que 50 € ça les vaut en ce qui me concerne? Oui. Si vous n'avez pas 50 €, bah, vous prenez l'édition régulière à 30 balles, il n'y a pas de problème. Hein. Clairement, bon, l'histoire, elle est relativement simple, l'histoire. Au niveau des dialogues, oui. C'est vrai que les dialogues, j'ai limite préféré les dialogues, si vous voulez, dans la BD, justement, par rapport au bouquin. Parce que le bouquin, il est quand même d'un style extrêmement simple, et les dialogues sont extrêmement répétitifs et simples. C'est pour ça d'ailleurs que la première fois que je l'ai lu, j'ai eu envie de jeter le bouquin contre le mur. Parce que c'est vraiment des dialogues du style Are we gonna be okay, papa? Yes, we're gonna be okay, etc. C'est vraiment de la heavy repetition. Alors que comme vous voyez, les dialogues là, vous en avez quand même relativement peu, quoi. Alors que dans le bouquin, ça va vraiment être du What is this? I don't know. What is that? I don't know, etc., etc. Et c'est très répétitif comme les dialogues, à dessein évidemment. Ce sont des dialogues qui se résument à leur plus simple expression, comme leur vie en quelque sorte. Hein. C'est évidemment fait exprès. C'est parce que les dialogues retranscrivent effectivement leur état d'esprit. Ils sont réduits à leur plus simple expression, essayer de survivre un jour de plus. Donc forcément, les dialogues aussi sont réduits à des choses extrêmement simples, répétitives et presque dénuées de vie, quoi. Et donc forcément, évidemment, c'est fait exprès, mais c'est vrai que la première fois qu'on le lit, c'est un peu, vous voyez, des choses un peu graphiques, un peu, donc il faut faire quand même attention. Mais c'est la première fois que je l'avais lu, le bouquin, c'est vrai que ça m'avait un petit peu dérangé, ces dialogues très répétitifs et extrêmement simples, qui sont pas évidemment conformes forcément au canon des dialogues de la littérature classique, forcément. Moi, je trouve que le dessin, finalement, il correspond presque plus, en fait, à de la littérature, justement, classique, quoi. Parce que c'est extrêmement détaillé, notamment à tous les niveaux, sur les détails, les personnages, etc. Ce qui fait qu'il y a un côté extrêmement contemplatif, presque méditatif à chaque case, ce qui fait que vous allez en permanence avoir envie de vous arrêter quasiment 5 minutes sur chaque case pour explorer tous les détails, etc. Ce qui n'est pas tout à fait l'état d'esprit, si vous voulez, du bouquin, qui lui va quand même très vite. Alors que là, effectivement, chaque case, c'est pour ça que moi ça me fait plus en fait penser d'un point de vue esthétique à la littérature classique. Parce que la littérature classique, c'est clairement le personnage il croise un arbre et il va pendant 10 minutes, pendant 10 pages, il va déblatérer sur l'arbre en question, les feuilles, etc. Et c'est vrai que là, quelque part, c'est un petit peu ça dans le sens où voilà, vous avez une case et vous avez envie de rester 10 minutes dessus, quoi. Mais bon, après c'est normal, c'est notre mode d'expression, hein, la BD par rapport à la littérature. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent, je trouve. Donc, si vous ne l'avez pas encore acheté, ça peut être l'occasion. En tout cas, ça fait un joli cadeau. Alors, peut-être pas au petit-neveu, hein, tant qu'à faire, mais en tout cas, à des personnes d'un certain âge, on va dire. Ça fait un chouette cadeau. Alors, on va pas dire que ça fait une jolie coffee table book, mais voilà, pas loin. En tout cas, non, il faut évidemment le lire. Mais surtout, lisez le bouquin quand même. Hein. Essayez de pas non plus faire les... Voilà, c'est bon, le bouquin, ça, en poche, ça doit même pas être 10 €, donc bon, il y en a pour une après-midi à lire, même pas quoi. Donc ça va très vite quand même. Voilà, donc ça c'était La Route de Manu Larsenet. Personnellement, même si c'est pas un comics, c'est chaudement recommandé. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je ne sais pas de quoi je vous parlerai la semaine prochaine, mais j'imagine que je trouverai bien quelque chose. Sur ce, à plus tout le monde.